Alors bonjour, l'émission La Voix des Poètes sur Radio Altitude. Alors une émission qui est consacrée depuis trois fois en fait, donc au poète Claude Fernandez. Bonjour Claude, qui est avec nous aujourd'hui. Et donc émission consacrée à ses poèmes lyriques et à sa saga de l'univers. Poésie lyrique, poésie épique. Voilà, alors il faut rappeler pour ceux qui n'ont pas vu les émissions précédentes que c'est un ensemble d'épopées sur le thème de l'humanité, la nature, qui va du Big Bang jusqu'à la fin hypothétique de l'univers, donc en 30 000 vers. Voilà, et qui aborde la plupart des grandes civilisations. Alors on avait assisté un petit peu à la naissance de la Terre, donc au sein du cosmos, et donc aussi une hypothèse de la création de l'univers aussi. Pas vraiment la création de l'univers, parce que ça c'est une notion judéo-chrétienne. Oui. Or, moi, je n'évoque la divinité que dans un sens purement poétique, oui. Pas du tout idéologique. Alors maintenant, on va aborder justement l'apparition de l'homme. Alors, cette apparition qui est vue sous un jour un peu sombre. Alors, c'est un tableau extrêmement noir et pessimiste. Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect idéologique, bien entendu, qui signifierait de ma part une conception très, très négative de l'univers dans le sens de la philosophie de Schopenhauer. Mais peut-être vaut-il mieux avoir une vision plus littéraire et considérer que c'est l'occasion de réaliser un tableau romantique. Un tableau romantique qui est une sorte de peinture de l'horreur, mais je précise bien, donc c'est une peinture de l'horreur qui reste lyrique. Oui, mais cette vision sombre, c'est un petit peu la vôtre aussi alors. Oui, mais je ne pense pas que ce soit la lecture qui doit être privilégiée, parce que je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur ce que pense l'auteur. Alors souvent on dit, mais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Qu'est-ce que pense l'auteur? Je pense qu'en littérature, ce n'est pas la bonne question. Bon, dans la légende des siècles, donc la terre elle est belle, et l'homme y apporte une ombre, si on peut parler ainsi. Oui, ça c'est dans la conception judéo-chrétienne, mais enfin, oui. On le retrouve avant, et je l'ai moi-même évoqué d'ailleurs, au travers d'un récit qui évoque le poème d'Hésiode, qui évoque indirectement le poème d'Hésiode, puisque Hésiode avait imaginé justement une terre où l'homme donc vivait heureux, et ensuite évidemment il y avait eu des générescences de cette race primitive donc, qui était positive, et est apparu donc les hommes de fer. Donc il y avait la période d'or et ensuite la période de fer. Voilà. Donc en fait la vision de Victor Hugo, judéo-chrétienne ici, n'est pas totalement nouvelle, puisqu'on en avait une certaine, disons, vision chez Hésiode, et que j'ai moi-même évoqué, mais dans un autre poème. Parce que dans la légende des siècles, il rend hommage à Dieu aussi, bien sûr. Voilà, la légende des siècles, justement, dans la peinture de la création, alors là on peut parler de création, évidemment, la peinture de la création se rapporte à la Bible. Voilà. Oui. Et alors, moi j'ai évidemment une autre optique parce que j'écris un poème au XXe et XXIe siècle, et je me suis appuyé donc sur les hypothèses scientifiques. Oui, c'est-à-dire une vision... Mais c'est surtout donc une volonté de rechercher une autre esthétique. Oui. Alors, bien sûr, c'est une autre philosophie, mais c'est pas ce que... En premier, il faut considérer que c'est une autre esthétique. Oui. Voilà. Donc c'est une vision hyper réaliste. Là, je ne suis pas totalement d'accord avec le terme d'hyper-réaliste. Oui, elle se réfère tout de même à une réalité, mais la littérature, si réaliste soit-elle, même Zola par exemple, n'est jamais réaliste, puisqu'en tant que littérature, justement, elle n'est pas réaliste. Voilà. Certes, mais je trouve que c'est assez violent comme évocation. Oui, mais moi je dirais dans le sens romantique. Oui. Dans le sens lyrique plutôt. Parce que romantique, ça implique peut-être une certaine esthétique qui était celle du XIXe siècle. Oui. Là, je dirais plutôt dans le sens expressionniste,
donc romantique mais expressionniste et lyrique. Voilà. Vision. Donc extrêmement négative, mais il faut tout de même le considérer dans le sens du second degré littéraire, hein, puisque c'est quand même un tableau romantique. Il y a aussi le désir de détruire l'humanisme idyllique, évidemment, hein, ça c'est sur le plan des idées, ça c'est certain. Mais je pense qu'on aurait une fausse image tout de même de ma vision de l'humanité si on se référait uniquement à cette description et uniquement à ce passage, parce qu'il y a un diptyque entre cette partie qui est consacrée à l'homme dans les périodes préhistoriques et le chapitre suivant qui s'appelle justement Aurore. C'est-à-dire qu'après la nuit, il va y avoir l'aurore, et l'aurore, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'Antiquité, avec les valeurs positives de l'Antiquité. Voilà. Donc là, on a presque l'impression que c'est d'un tableau presque scientifique, hein, des décrivant, donc, avec toutefois le recul. Oui, alors c'est-à-dire que là... Le recul d'une certaine morale peut-être, parce que... L'aspect méticuleux un petit peu de la description, donc s'appuie évidemment sur la paléontologie, bien sûr. Ça renforce aussi la distanciation et ça renforce le portrait-charge dans le sens négatif, c'est certain. Mais il y a quand même un point de vue un peu moral, puisque... Des yeux durs, petits, méchants. Des yeux durs, petits, méchants. Un point de vue moral dans le sens négatif. Et alors, donc, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi, à certains moments, on montre ces canins crocs, ces bovines molaires. Pourquoi l'inversion? Pourquoi pas montre ces crocs canins? Peut-être tout simplement pour une question de versification, hein, c'est possible. Hein. De toute manière, l'inversion n'est pas du tout gênante, parce que l'inversion de l'adjectif, hein, de la position de l'adjectif, c'est un procédé poétique courant, c'est-à-dire qu'on place quelquefois en poésie l'adjectif en un lieu où dans la conversation courante on ne le placerait pas. Donc c'est une manière de caractériser le discours comme discours poétique. Voilà. Alors, ce texte aussi me fait penser un petit peu à la guerre du feu, là, c'est Rosny-Aîné qui l'a... Rosny-Aîné, voilà. Pourquoi pas. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de récits poétiques épiques qui ont été écrits sur le sujet, mais je dis bien à ma connaissance. Mais je trouve ça très intéressant, justement, parce qu'il y a une sorte de force... Dans le domaine du roman, oui, mais dans le domaine purement poétique, là, personnellement, je n'ai rien trouvé. Parce que le 19e siècle, lui, évidemment, d'abord, on n'avait pas la matière pour le traiter ainsi, et dans l'esprit, donc, il ne pouvait pas le traiter de cette manière-là. Oui. Alors, donc il y a aussi l'approche de Pablo Neruda, au niveau de je vais en parler d'ailleurs, mais c'est une approche poétique aussi et musicale. Alors, l'approche de Pablo Neruda, moi j'ai mis tout de même quelques doutes sur son approche, parce que sur l'ensemble de ses poèmes, c'est quand même une approche très, très politique et très, très restreinte. Hein, Ah oui, mais pas dans le temps général. Ah, quand même, si. Et quand on va en parler, on va faire des parallèles, de toute façon. Oui. Au point qu'on a l'impression que l'aspect politique est l'aspect moteur et que le reste vient simplement en consolidation de cet aspect, en illustration de cet aspect moteur. Mais je ne vais pas me référer aux partis plus ou moins politiques, je vais me référer aux partis purement, donc, qui évoquent la création de l'Amérique, sans qu'il y ait du tout... Et alors justement, ce qui le montre bien, c'est que Pablo Neruda a consacré très peu de place au peuple précolombien. Alors tu me parlais justement d'un parallèle que j'aurais pu faire, donc j'aurais dû le faire, c'est avec le Paradis perdu de Milton. Oui, parce que c'est quand même une œuvre qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est une œuvre qui est lyrique. Contrairement justement à la Divine Comédie de Dante, qui est très très rarement lyrique. Alors c'est la raison pour laquelle donc, le Paradis perdu de Milton m'a beaucoup marqué. Alors le Paradis de Milton, dans un sens, c'est un peu l'antithèse de ce que j'ai écrit sur le plan de la thématique, parce que lui, il évoque un monde qui est purement, donc le monde des anges, le monde des démons, etc., purement imaginaire,
quasiment sans référence à la réalité. Voilà. Alors, moi, j'ai essayé d'évoquer un lyrisme qui est de nature, finalement, enfin, il me semble, assez semblable, mais par des moyens et une thématique qui sont complètement opposés. Oui. Voilà. C'est-à-dire ça se rejoint par l'affect, oui, mais c'est complètement différent par les procédés de la thématique. Alors donc on a vraiment une évocation un petit peu des chasseurs-cueilleurs, là, c'est le peuple de chasseurs-cueilleurs, oui. Et donc ce balancement aussi, donc style adjectif non, déterminant, déterminé. Alors ce qui m'a un peu interpellé, c'est pour les offrir ensuite à leurs niais compagnons. Pourquoi leurs niais compagnons? C'est une allusion, alors bon, c'est une allusion justement au thème judéo-chrétien. C'est très rare que je fasse évidemment de la pomme. Tout simplement leur niais compagnon pour poursuivre le portrait-charge que j'avais commencé à évoquer. Oui, d'accord. Oui. Et donc, quand même inspiré par la mentalité judéo-chrétienne, c'est la femme qui offre le fruit. Oui, mais c'est une simple allusion, hein, bon. Sans implication sur le plan idéologique. Hein, c'est une simple allusion. Tu en es sûr? Oui, c'est pas inconscient. Alors ici, c'est une deuxième allusion, évidemment, le meurtre d'Abel par Caïn, que j'ai transposé, mais évidemment sans l'indiquer nommément. Hein. Oui. C'est uniquement une allusion, sans plus. Voilà. Donc ça pourrait suggérer en fait que notre vision judéo-chrétienne, elle est quand même, enfin je veux dire, calquée sur une réalité. Alors non, ce que j'ai plutôt voulu faire ici, c'est justement le parallèle avec l'évocation antithétique qui était celle de Victor Hugo ou celle de Milton, mais la représenter donc d'une autre manière et montrer que je réalise le lien. Oui. Voilà. Mais peut-être que le lien, il est déjà au-delà au départ. Mais bon, ça ne va pas vraiment au-delà. Oui. C'est une référence d'ordre littéraire. Oui, mais on pourrait aussi... C'est de l'intertextualité, en quelque sorte. Oui. Oui, mais on pourrait pousser plus loin et dire que finalement, la vision de Victor Hugo, la vision judéo-chrétienne, finalement, elle n'est qu'une poétisation d'une réalité. En fait, on peut très bien réconcilier les deux. J'avoue que moi, je ne me suis pas engagé dans l'aspect idéologique. Non, d'accord, mais on peut tirer... Je me suis engagé plutôt dans l'intertextualité. Oui. Oui, mais... C'est-à-dire qu'il faut avoir une lecture, je pense, très littéraire de mes textes, avant d'avoir une lecture idéologique. Bien entendu, on va toujours me dire, mais oui, l'auteur... Oui, mais tu sais, Claude, que normalement... Mais est-ce que c'est forcément essentiel? Je ne pense pas. Non, mais d'accord, ce que je veux dire, c'est que le poète, une fois qu'il a écrit son texte, le lecteur peut l'interpréter comme il veut. Alors, normalement, à partir du moment où il est écrit... Du droit imprescriptif du lecteur, ce qui d'ailleurs est très irritant, hein, je l'avoue, pour l'auteur, c'est que le lecteur a le droit d'interpréter comme il veut et s'imagine que l'auteur a voulu dire ceci. Oui, mais je ne trouve pas que ce soit irritant, je trouve ça c'est bien au contraire. Voilà, bon. C'est ça qui est bien, justement. Oui, mais pas du point de vue de l'auteur qui se considère comme trahi. Oui, mais alors toi tu réagis comme ça, mais il y a beaucoup de poètes qui disent le texte, à partir du moment où il est écrit et imprimé, eh bien il n'appartient plus au poète. Oui, c'est certain, mais il n'empêche que pour l'auteur c'est tout de même irritant, parce que on voudrait bien qu'une œuvre soit saisie en tant qu'œuvre littéraire, avec les effets qu'on a voulu faire paraître. Alors si les gens ne voient pas ces effets et vont rentrer en fonction de leur propre idéologie dans des schémas philosophiques qu'on n'a pas voulu, évidemment, on est impuissant, mais je ne suis pas sûr qu'ils font un bon usage de la littérature. Oui. Bon, je ne vais pas aller plus loin alors. Alors ici une description qui s'appuie sur l'aspect biologique, presque médical d'ailleurs, sur un des phénomènes qui moi m'a toujours le plus fasciné, c'est-à-dire sur le plan philosophique. Alors là je parle volontairement du plan philosophique, c'est le phénomène de la naissance.
Alors ce texte me fait vraiment penser à cette saga de cet écrivain, Madame Auel, A-U-E-L, hein, donc qui va justement décrire le même phénomène, hein, et donc l'héroïne, elle va découvrir qu'elle atteint un bébé sans en être vraiment consciente en fait. On a l'impression on assiste à l'accouplement et à la naissance sans qu'il y ait compréhension presque. C'était le cas des premiers hommes. Mais alors, je voudrais revenir là sur le passage pour dire que j'ai voulu mêler l'aspect réaliste à un certain mysticisme, au moins dans l'évocation, oui, sur le plan romantique, puisqu'il y a le ray de lumière qui passe dans une fissure. Oui. Ça peut évoquer certaines peintures du Trecento, où on voit un ray lumineux et où on a une atmosphère mystique. Donc il y a toujours le parallèle entre l'évocation mystique telle, oui, qu'elle existe chez Milton par exemple, oui, et puis l'univers hyper réaliste, donc dans lequel j'ai essayé de faire pénétrer donc ce mysticisme. Oui. Alors le mysticisme on le ressent aussi, donc qui semble éclairer justement. Il y a l'interrogation métaphysique aussi, oui, voilà, hein, qui elle fait partie aussi de l'univers. De l'univers donc, qui nous est évoqué au début du christianisme, par exemple à la période du Trecento, ou par les églises, donc, cette atmosphère qui prête donc à l'interrogation métaphysique. Oui. Voilà. Mais donc, on a l'impression aussi qu'il y a cette petite lueur donc, mystique presque, alors qu'on est vraiment dans un contexte très... bon, je veux dire, très hard, je dirais presque, avec cette phrase-là. Son flanc qui est remué d'une inconnue présence. Oui, donc là, ça représente le mystère de la naissance. Parce oui, que la naissance est peut-être un phénomène plus mystérieux que la mort, parce que l'apparition d'un être, d'où vient-il, voilà, alors que la mort, c'est un être qui existe, à la limite, on peut imaginer qu'il disparaisse. Oui, mais s'il n'existe pas, comment va-t-il apparaître? Je pense que sur le plan philosophique, c'est encore plus énigmatique. Alors là, une description qui est quand même, non, je dirais pas hyper réaliste, une description, quelle fait la description de la naissance, telle que tu l'as écrite? Bien, je dirais qu'elle est expressionniste. Je pense que c'est le mot qui convient le mieux. Alors l'expressionnisme, c'est une manière d'introduire une passion exacerbée, oui, au moyen d'éléments qui sont réalistes. En quelque sorte, c'est un peu ça. D'accord. Un accouchement. Mais c'est vrai que c'est beau. Un mélange d'aspects réalistes, oui, oui, et tout de même un élargissement, oui, avec la présence du leitmotiv où on va justement jusqu'à l'étoile, c'est-à-dire oui, que la scène n'est pas simplement circonscrite à oui, ce qu'elle est, mais je la place donc dans un cadre beaucoup plus large qui est le destin de l'humanité. Oui. Donc c'est un très beau texte, hein, donc description lyrique, expressionniste, donc comme on dirait d'un accouchement ou de la naissance. On passe d'abord par l'accouchement quand même. Et tu l'as très bien décrit. Voilà, ben, c'est-à-dire que j'ai décrit toutes les phases en m'appuyant évidemment sur les signes biologiques que l'on connaît très bien actuellement, hein, bien sûr. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment on a l'impression qu'on assiste à la scène, donc il y a un aspect très visuel quand même aussi. Alors, oui, je pense que tout ce que j'ai écrit a un aspect visuel très important. Et je me réfère souvent aux artistes peintres. C'est-à-dire, pour moi, un écrivain, c'est peut-être avant tout un peintre. C'est-à-dire que je n'ai pas une conception, comment dire, purement littéraire de la littérature, mais plutôt une conception artistique de la littérature. Et puis il y a peut-être la conception musicale aussi, parce que c'est vraiment très agréable à lire. La musique, c'est beaucoup plus indirect. Oui. Alors, la musique, elle intervient
dans le rythme, Oui. la syntaxe, etc., des éléments indirects, alors que l'aspect visuel, lui, intervient dans les thèmes évoqués. Toujours cet élargissement à partir d'un tableau, Oui. donc cet élargissement vers l'évocation du destin humain. Et il y a aussi une allusion, je continue les allusions, mais ici c'est plus une allusion au judéo-christianisme, c'est une allusion donc à la philosophie de Freud. Oui. Puisque l'enfant, le fameux traumatisme de la naissance. Oui, puis c'est aussi donc une vision très, très scientifique, hein, donc de ce miroir du génome écrivant dans son code. Il faut bien comprendre là que cette allusion à Freud ne signifie pas forcément que je suis freudien. Hein. Oui. Je crois qu'il ne faut pas du tout raisonner comme ça. Hein. Les allusions valent en tant qu'effet allusif. Mais qu'est-ce que tu appelles l'allusion freudienne? Eh bien parce que, justement, c'est une thèse que Freud a développée. Oui. Donc ici, j'y fais forcément allusion, Oui. puisque je parle du... Mais la thèse du traumatisme de la naissance? Traumatisme de la naissance. Oui. Oui. Mais ce qui ne veut pas dire que je suis partisan ou que forcément de Freud, ou que je crois à ce traumatisme de la naissance. Le problème n'est pas du tout là. C'est un effet suggestif, en tant qu'effet littéraire. Alors, voilà une belle histoire. La mort après, évidemment, Oui. la naissance. Oui. Alors, vers l'avenir sans but. Ben, oui, c'est pour montrer le caractère... alors là, c'est aussi une option philosophique, le Oui. caractère absolument gratuit de l'existence. Oui. La conception d'un univers totalement gratuit, sans aucune signification. Mais à cette période de l'histoire. Non, d'une manière générale, donc c'est comme conception philosophique. Oui, l'avenir sans but. Oui, mais cette saga de l'univers, elle avance bien, justement. Ben, elle avance, oui, mais il n'y a pas une raison essentielle qui justifie, il n'y a pas de justification philosophique possible. Oui, mais c'est purement gratuit. Voilà. Donc elle avance sans Comme but. un artiste crée une œuvre d'art, en fait, c'est une création gratuite. Là, je ne souscris pas trop à cette conception. Je veux dire, il y a quand même un sens, puisque à partir du moment où il y a évolution, il y a un sens. Ben, il y a le sens, comme dirait un philosophe bien connu, qu'on veut bien donner à l'existence, hein, évidemment. Mais il n'y a pas de valeur supérieure qui justifierait l'existence. Oui. Donc, en fait, ce que tu voudrais dire, c'est que c'est un monde qui est dépourvu de conscience. Oui, voilà, c'est ça. Et bien donc on va continuer donc un petit peu donc cette évolution de la tribu, cette évolution donc à partir de ce nouveau-né. À partir du moment où tu disais que l'avenir était sans but, est-ce qu'il peut y avoir une pensée? Oui, ce n'est pas incompatible. Alors, donc, il y a un phénomène qui est d'ordre biologique, thermodynamique, qui fait qu'on a des individus, ça c'est le plan scientifique, on a donc des structures organisées, des structures qui sont de plus en plus organisées, mais il n'y a pas de volonté supérieure, de moins dans ma conception, il n'y a pas de point oméga qui serait atteint inéluctablement. Oui. Hein, toute cette formation naturelle de ces structures qui peuvent être pensantes, hein, et apparaît tout à fait gratuite. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette gratuité, c'est pas uniquement une option philosophique, ça crée aussi un effet littéraire, parce que si on imagine que tout ceci est gratuit, il y a un aspect fascinant, évidemment. Oui, certes, oui. Voilà. Hein. Oui. Donc, l'aspect littéraire, effet littéraire et le sens se rejoignent. Ici, c'est la traduction dans l'univers réaliste, préhistorique, de la légende de Prométhée. Alors, c'est quand même particulièrement
clair, puisque Oui. on l'attache et puis son foie est déposé. Hein, donc, Oui. bon, Oui, là, mais il y a si le aussi... lecteur ne voit pas Prométhée, Oui, là, mais il y a je aussi ne peux rien pour lui. la là, conquête hein. du feu. Voilà, alors la conquête du feu. Et puis il y a un aspect de philosophie moderne, Oui, qui est que celui qui apporte la vérité est conspué au départ. oui, Mais comme disait Victor Hugo, bon, l'homme meurt, mais l'idée reste. Hein. Voilà, donc c'est l'illustration de cette philosophie. Encore une fois, je ne suis pas forcément un adepte oui. de cette philosophie-là, mais c'est quand même un des aspects de l'évolution de la pensée, un des aspects Oui. du progrès. Oui, mais donc, Voilà. cette conquête du feu, donc toi tu la vois, comment tu l'interprètes? C'est l'incendie qui va apporter la conquête du feu. Bah, ça, c'est une supposition que l'on fait. Hein. On suppose que les premiers hommes ont pu, à l'occasion d'incendies ou à l'occasion d'orages... Moi je croyais que c'était parce qu'ils avaient frotté 2 silex là, sur Ah l'autre. non, mais ça, c'est après. C'est après ça. C'est qu'ils l'ont créé là. Donc, on suppose, Mhm. j'ai tout simplement utilisé l'hypothèse la plus simple, Oui. sur le plan historique. D'accord. Donc, et celui qui a réussi à maîtriser le feu, donc, se voit conspué. Oui, voilà. Mais alors là, c'est la philosophie moderne des Lumières qui apparaît. C'est-à-dire que, selon cette philosophie-là, eh bien, celui qui apporte le progrès, évidemment, il est omis par la tradition toute puissante. Oui. Hein, voilà. Cela dit, je ne suis pas forcément un adepte de la philosophie des Lumières. Alors, on va prendre une certaine distance. Il va y Alors, avoir un questionnement. Oui, alors ici, c'est aussi un effet littéraire, c'est-à-dire que je vais totalement donc changer d'époque. Mais il y a une relation sur le plan thématique. Hein. On va changer d'époque parce qu'on va se transporter au XIXe siècle. Alors pourquoi va-t-on se transporter au XIXe siècle? Alors je présente un personnage, d'ailleurs, peut-être le lire, un personnage qui est très bien cravaté, très bien habillé. Alors, c'est un contraste justement avec cette période préhistorique, évidemment, où on était à l'état de nature. Alors pourquoi montre-t-on ce personnage qui est ganté avec une canne à pommeau? Donc c'est à l'origine justement de la découverte de l'homme de Néandertal, et c'est là qu'il y a eu évidemment un immense choc chez les penseurs et pour la société savante en général, parce qu'on a eu donc la preuve que l'homme est bien issu de l'animal. Alors évidemment c'était un choc idéologique et psychologique considérable. Donc c'est l'origine des espèces, voilà, Darwin. Et il y a un parallélisme ici avec la première partie qui était consacrée à l'astronomie, parce que j'avais évoqué le cosmos et ensuite j'ai été revenu au Big Bang et j'étais passé au XXe siècle où les savants expliquaient leur hypothèse. Donc ici, même jeu, donc même travelling. Ici, il y a tout de même un défi sur le plan littéraire, c'est d'écrire d'une manière lyrique avec des termes une théorie scientifique. Avec des Alors, termes cette théorie, oui, avec les termes techniques, hein, cette théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de Haeckel, qui fait que la phylogénie, l'ontologie, donc, est le résumé de la phylogénie, c'est-à-dire que l'embryon va passer par toutes les étapes de l'évolution, en quelque sorte. Alors, d'écrire ça... Tu peux expliquer les termes ontogénie et phylogénie? Voilà, alors phylogénie, c'est l'évolution, alors que l'ontogénie, c'est le développement individuel de l'embryon chez la mère. Hein. Voilà, alors c'est un véritable défi, évidemment, de donner une dimension épique à une théorie qui est d'ordre scientifique. Mais je pense que là, il y avait la possibilité, bien sûr, parce que cette théorie, je pense qu'en elle-même, elle a une dimension épique. On imagine, on passe de l'aspect microscopique à l'aspect macroscopique, planétaire, au temps, à l'immensité des temps. Donc le lyrisme ici, il est inscrit dans la théorie scientifique elle-même. Et donc, tu retraduis toujours donc, ce choc qui a finalement
crucifié le 19e siècle, hein, donc, Oui. donc avec cette origine des espèces. C'est Darwin finalement. Hein. Voilà, mais surtout j'ai essayé de montrer le drame psychologique, Oui. c'est-à-dire je l'ai traité sur le plan de l'affect. Oui. Voilà, je ne le traite pas uniquement sur le plan idéologique, mais il y a un aspect qui est relatif à l'émotion dans ce choc. Et c'est ce que je décris ici. C'est un choc que certains créationnistes en Amérique n'ont toujours pas surmonté. Oui. Hein. C'est une évocation un autre aspect philosophique qui est l'expression des athées, hein, phénomène de l'athéisme donc, qui s'est développé essentiellement à partir de la seconde moitié du 19e siècle, donc au 20e siècle. Alors évidemment, il y a des références que j'utilise ici, mais c'est beaucoup plus l'illustration d'une pensée qui a existé donc, historiquement que ma propre interprétation. C'est-à-dire qu'il faut bien rester dans l'optique d'illustration sur le plan littéraire. Et historique aussi. Voilà, c'est ça. Et alors de multiples allusions, bien entendu, et une nouvelle allusion ici à Freud, parce que dans la critique contre la religion, eh bien, il y a la critique fondamentale de Freud, pour lequel, eh bien, la croyance, c'est de l'infantilisme. Hein. Donc ici, il y a une allusion directe à la pensée de Freud. Alors voilà, donc un très beau final, hein, donc, qui finalement donc, ridiculise un petit peu donc, la ça religion. lit, surtout, voilà. Alors là, je me rapproche un petit peu de Flaubert, parce que Flaubert avait, disons, réalisé ce type d'humiliation dans son roman, enfin, dont je ne me souviens plus le nom, je crois que c'est Les Tentations de Saint-Antoine, c'est ça, où à la fin, eh bien, Saint-Antoine s'envole dans les airs, et puis il est obligé de voir que la Terre est ronde. Il la voit, mais il veut toujours pas l'admettre. Hein, et il se trouve être humilié d'être obligé de constater que la Terre est ronde. Et il y a aussi une nouvelle allusion, donc ici, on pourrait penser aux pauvres à l'église de Rimbaud. Rimbaud est beaucoup plus virulent, d'une virulence absolument extrême, puisque justement il a bâti un peu son style politique là-dessus, donc l'extrême virulence contre toutes les valeurs consacrées. Voilà. Tu peux nous rappeler le titre du texte? Les pauvres à l'église. Les pauvres à l'église. Les pauvres à l'église qui bavent la foi selon ses propres termes. Oui. Alors moi je pensais faire un autre parallèle et j'ai oublié le texte, c'est dommage, je pensais à Hamlet. Hein. Donc, ah oui, pourquoi pas. Qui lorsqu'il trouve le crâne de son camarade... C'est un autre aspect philosophique, oui, mais pourquoi pas. Oui, ça s'appuie sur disons, le même thème, à savoir que le reste osseux, et évidemment, donc va parler à l'imagination. Voilà, et puis le reste osseux montre à quel point la vie est dérisoire. Parce que ce reste osseux, c'est une réalité. Oui. Voilà, donc il a sa puissance sur le plan donc, philosophique, c'est que c'est une réalité tangible. Oui. Voilà, c'est pas simplement une idée, on a la réalité devant soi et on est obligé de voir cette réalité. Oui. Alors, pour terminer, je voudrais dire que les auditeurs peuvent lire l'ensemble des 30 000 vers de la saga de l'univers, tout simplement en allant sur Google, vous tapez mon nom, Claude Fernandez, et vous tapez la saga de l'univers et vous aurez accès gratuitement en ligne aux 30 000 vers. Donc c'est très facile d'accès et c'est très intéressant justement de le lire par période, on peut, selon les droits prescriptibles du lecteur, on peut en lire 10 vers, 20, ou on peut in extenso en lire 30 000, il faut y passer une journée et demie, comme on veut. Voilà.